messieurs, bonsoir. Bienvenue à vous dans cette émission spéciale. Hier s'est tenue la réunion périodique du Haut Conseil de sécurité présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Cette réunion a été consacrée à l'examen et au suivi de la situation générale sur le plan sécuritaire et sur le plan sanitaire aussi, ainsi qu'aux préparatifs des prochaines échéances locales et de la rentrée sociale. Ce soir, retour en compagnie de nos invités sur les grandes lignes et des décisions qui ont été prises lors de cette réunion. Ce soir, nous recevons sur notre plateau Dr Reda Belkacmi, qui est le sous-directeur de la veille et le président de l'Observatoire de la veille. Parmi nous également, Monsieur Mustafa Mekidesh, qui est expert en économie. Parmi nous également, Madame Lamia Lahtihat, qui est conseillère au niveau du ministère des Ressources en eau. Madame Noura Frioui, également conseillère au niveau du ministère des Ressources en eau. Et par Skype, parmi nous Monsieur Hamza Ben Ghrina, qui est économiste et aussi enseignant au niveau de l'université de Ouergla. Sera aussi parmi nous à travers Skype Madame Ilham Kabouya, qui elle est la directrice de la protection de la faune et de la flore au niveau de la direction générale des forêts. Mesdames, messieurs, bienvenue à vous et merci d'accepter notre invitation. Alors, docteur Reda Belkacmi, je commence par vous, du moment que cette réunion a consacré un chapitre très important par rapport à la situation sanitaire actuelle, notamment à la réflexion par rapport à des solutions pour subvenir aux besoins en oxygène au niveau des hôpitaux. Tout d'abord, je commencerai par vous remercier par rapport à l'invitation. Et voilà, comme vous l'avez annoncé, madame, hier par rapport au Conseil de sécurité, on avait parlé justement par rapport aux mesures pour subvenir à ces augmentations de besoins en oxygène. Donc actuellement, nous connaissons une augmentation de chiffres très importante Covid-19 et le besoin en matière d'oxygène, qui est le produit pharmaceutique utilisé pour le traitement de ces malades. Les besoins ont augmenté également. Et là, il y a eu certaines mesures au niveau du ministère de l'Industrie pharmaceutique qui ont été prises par Monsieur le ministre de l'Industrie pharmaceutique dans le cadre de travail du gouvernement. Il y a eu d'autres mesures hier aussi qui ont été annoncées par Monsieur le Président de la République. Nous commençons également par la réunion de Monsieur le ministre avec les producteurs d'oxygène pour l'augmentation de leur capacité de production en oxygène. Et aussi les procédures ou la facilitation de procédures pour justement l'importation des concentrateurs en oxygène. Donc il faut savoir actuellement que le ministère de l'Industrie pharmaceutique travaille pour justement ce dossier 6 jours sur 7, donc toute la semaine du samedi au jeudi, pour justement donner ces autorisations d'importation ou ces autorisations de dédouanement par rapport aux concentrateurs d'oxygène. On en est actuellement, pour vous donner un chiffre, à 18 000 autorisations par rapport à ces concentrateurs d'oxygène. Et 18 000 autorisations qui ont été données à 100 opérateurs, entre opérateurs pharmaceutiques, entre associations aussi, entre autres institutions. Aussi, les autorisations ont été données également pour les générateurs d'oxygène aussi, pour les placer à l'intérieur des hôpitaux. Tout ça, justement pour pallier à cette crise et pour rassurer la disponibilité de ce produit pharmaceutique aux malades. Alors justement, toujours dans cette même perspective, des efforts qui sont fournis pour subvenir à ces besoins-là, il faut dire aussi que hier, pas plus tard qu'hier soir, un avion de transport militaire a atterri à son bord 2 générateurs d'oxygène vers justement la pharmacie centrale. Alors comment envisagez-vous l'exploitation de ces 2 générateurs? Par rapport justement avant de parler de ça, il faut saluer toujours l'élan justement de cette solidarité entre l'armée et le peuple et toutes les institutions par rapport à cette crise sanitaire. Vous l'avez annoncé, madame, les générateurs ils seront placés au niveau des hôpitaux
Donc, pour justement assurer la disponibilité de l'oxygène. Parce que qu'est-ce qu'on connaît actuellement, c'est l'augmentation de la demande. Il y a une production qui est là. Il y a des capacités donc, de stockage au niveau des établissements de santé donc, qui n'arrivent pas à satisfaire la demande. On va dire que l'oxygène, il est là, la capacité de stockage, elle est là, mais il faut installer ces générateurs au niveau des hôpitaux, justement, pour pallier à certains déficits. Donc pour pallier à ça, donc les générateurs d'oxygène, ils seront placés au niveau des hôpitaux qui connaissent une forte demande de ce produit. Et voilà, là, je crois que la sélection va se faire en fonction de ça. Alors, toujours dans cette même perspective, Dr Belkacemi, il faut signaler aussi que l'Algérie a pratiquement quadruplé aussi la production d'oxygène par rapport à l'année dernière, donc par rapport à 2020. On avance un chiffre de 43 000 litres d'oxygène liquide par jour, soit environ 400 millions de litres d'oxygène gazeux. Paradoxalement, donc les hôpitaux continuent à être submergés par le flux de personnes contaminées et particulièrement les personnes donc, qui sont en détresse respiratoire et en état grave. Donc, comment peut-on expliquer ce paradoxe? Donc, ce paradoxe, à la fin de 2020, nous étions à 120 000 litres d'oxygène liquide, donc produit par jour. Actuellement, nous sommes à environ 420 000 litres jour, donc quand même là, par rapport à la production, donc la production elle a triplé quand même. Et voilà. Donc qu'est-ce que nous connaissons actuellement pour expliquer la situation? Donc il y a une augmentation importante du nombre de cas. Donc il y a une réaction de la part du gouvernement pour augmenter la capacité des hôpitaux justement pour recevoir les malades. Mais il y a des capacités de stockage qui sont là, qui ne peuvent pas répondre forcément au nombre de lits ajoutés. Donc on doit ajouter encore une source qui est le générateur d'oxygène, justement pour pallier à cette demande. Donc la production, elle est là, la capacité de stockage, elle est là, mais l'hôpital, il est approvisionné, on va dire par exemple aujourd'hui, mais vu le nombre de lits important, vu le nombre de patients important, donc systématiquement et logiquement, donc le produit, il est là, mais il va, donc on va connaître justement, il va se terminer dans une courte durée, donc il faut un approvisionnement rapide. Donc justement pour pallier par rapport à ça, il faut installer des générateurs d'oxygène dans certains hôpitaux qui connaissent une forte demande et orienter les moyens logistiques des opérateurs vers d'autres hôpitaux qui n'ont pas ces générateurs. Justement, c'est ça tout l'intérêt d'installer les générateurs au niveau des hôpitaux. Alors aussi, le constat qui a été effectué par le personnel médical, particulièrement par rapport aux contaminés dont l'état s'aggrave, c'est que la plupart de ces personnes-là n'ont pas été vaccinées. Donc, d'où la nécessité, encore une fois, d'accentuer cette campagne de vaccination, particulièrement dans les grandes villes qui connaissent quand même un taux de contamination assez élevé. Oui, justement, on va faire appel justement à travers Canal Algérie à toute la population pour se faire vacciner parce qu'actuellement c'est la seule solution un peu pour voir le bout du tunnel. Il faut arriver à un certain taux d'immunité collective justement par rapport à la population pour que les gens soient immunisés et on espérera un jour enlever ces masques. Donc voilà, c'est la seule solution. Il faut connaître aussi que ce variant il est là, il est un peu plus méchant que les autres variants par rapport à sa force de propagation. Peut-être que les spécialistes sont là, ils pourront expliquer encore mieux que moi, mais bon. Donc on avait avec le alpha et le bêta, on avait un patient qui pouvait contaminer jusqu'à 4 personnes. Maintenant, avec le delta, on a un patient qui peut contaminer jusqu'à 8 personnes. Donc c'est ça aussi ce qui peut expliquer un peu la propagation rapide du virus. Donc pour justement avoir une certaine immunité collective, il faut un peu une vaccination de masse. Il faut arriver à un certain pourcentage, que tout le monde soit immunisé, et justement, lorsqu'on est immunisé par rapport à ce vaccin, ça c'est juste pour sensibiliser aussi, lorsqu'on est vacciné, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas attraper la maladie, mais on va attraper une forme légère, on va attraper une forme un peu qui est semblable à une grippe passagère. Justement, cette vaccination, non seulement, c'est-à-dire pour cette crise, donc que le cours de vie reprend un peu la normale,
mais aussi, c'est-à-dire la vaccination, tout son intérêt, elle est là. Si on a plus de formes légères que de formes graves, pardon, donc on a moins de besoin à l'oxygène. Donc ça, tout ça, il compte dans le même sens. Donc plus il y a vaccination, plus il y a une immunisation, moins il y a de formes graves, moins il y a de besoin d'oxygène. Mais n'empêche que toutes les mesures qui ont été prises actuellement par le gouvernement, justement, il faut équiper nos établissements par rapport à ça, il faut donner le maximum de facilitation pour avoir ces concentrateurs en prévention à d'autres vagues. Il se peut qu'il y ait d'autres vagues, donc d'autres variantes de ce virus. Ce qu'on ne souhaiterait pas d'ailleurs. Donc ce qu'on ne souhaiterait pas d'ailleurs, comme on dit. Mais bon, la prévention, elle est là. Il faut se préparer. Donc il faut continuer justement ça. Il faut pas dire on va se vacciner, on va laisser ces mesures-là. Toutes les mesures qui sont actuellement prises sont, je pense à mon avis, on est dans la bonne direction. D'autant plus que nous avons quand même une longueur d'avance et que nous pouvons donc prévenir si jamais il y a prochaine vague, d'autant plus que nous avons un petit peu cette référence ou ces expériences qui sont en train d'être vécues aujourd'hui dans les pays les plus Exactement, madame. Voilà. Exactement. Donc aussi par rapport à la vaccination, donc il y a le ministère de l'Industrie pharmaceutique qui a été créé sur décision de Monsieur le Président de la République. Donc il est là, il travaille. Donc il y a maintenant le partenaire chinois en collaboration avec Saïdal, donc pour être au rendez-vous pour la production de ce vaccin, pour satisfaire la demande, justement pour arriver à cette taux d'immunisation collective. Alors, Monsieur Mekidej, je reviens un peu à vous. Donc là, on a parlé en compagnie du docteur Belkacemi par rapport donc à la gestion de l'oxygène et particulièrement à la gestion de la distribution donc de l'oxygène à travers les villes donc les plus contaminées. Qu'est-ce qu'on peut dire donc par rapport à une gestion rationnelle donc de la distribution? Moi, je pense qu'on aurait pu peut-être, c'est pas une critique, mais c'est juste une observation, peut-être anticiper davantage. C'est-à-dire qu'on voyait venir la troisième vague, peut-être que les coordinations avec les secteurs qui produisent de l'oxygène n'ont pas été suffisamment réactifs pour anticiper les hausses, les variations de la demande significatives qui sont intervenues. Et c'est peut-être en cela que l'opinion publique a peut-être réagi de façon quelquefois non prévue. Donc ce que je veux dire, c'est que les mesures qui sont prises de toute manière vont prendre en charge. Elles ont été extrêmement précises, telles qu'elles ont été déclinées là il y a un instant. Donc elles vont pouvoir couvrir la demande avec à la fois une production qui va augmenter sur le plan, à la fois dans des unités qui existent par des extensions, mais également des unités nouvelles. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième, c'est aussi, donc, pour répondre à l'urgence, à des importations momentanées, mais nécessaires qui vont se faire. Et justement, mais je voulais au préalable, je voulais juste vous remercier de m'avoir invité. Et j'observe que c'est la première fois que dans un plateau de télévision en Algérie, la parité parfaite est assurée, puisque nous sommes la parité du genre. Nous avons donc 2 femmes et 2 hommes, et également ceux qui interviennent par Skype, vous avez veillé à ce que la parité aussi soit respectée. Alors, M. Mekidej, ce qui est quand même... si c'est vous qui avez été à l'origine, je vous remercie pour ça. Alors ce n'est pas moi qui ai été à l'origine de la préparation de l'émission, mais je dirais, vous n'avez pas l'habitude de regarder toutes nos émissions, en tout cas. Ah, peut-être. Non, je parle de celle à laquelle j'ai participé. Celle à laquelle vous avez participé. Alors, on est très heureux, d'ailleurs, de votre observation. Merci. Alors, justement, donc, restons avec vous, M. Mekidej. Hier, lors de la réunion donc, du Haut Conseil de sécurité, un autre volet a été abordé, a été donc, dans l'ordre du jour de cette réunion. Il s'agit donc de la lutte contre le chômage, particulièrement dans les wilayas du Sud. D'ailleurs, pour traiter donc, ce problème d'emploi, qui d'ailleurs est une priorité, une délégation ministérielle a vu le jour justement pour contribuer. Et prévu de se déplacer. Voilà, exactement. Des solutions pratiques par rapport à ce dossier-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport donc, à la situation de chômage déjà dans les wilayas du Sud, mais surtout, quelles sont les grandes lignes, quelles sont j'ai envie de dire, les grandes solutions que nous pouvons proposer pour lutter contre le chômage dans les wilayas du Sud. Oui, justement, j'ai observé le titre de l'émission qui est extrêmement intéressant. C'est celui pour la sécurité, une approche de sécurité globale. Effectivement, la cohésion sociale est un facteur de sécurité, de même que la sécurité sanitaire ou le traitement du stress hydrique. Donc, s'agissant, si vous voulez, de la cohésion sociale, l'emploi est au cœur des problématiques.
Et je pense que la problématique de l'emploi donc dans le Sud est complexe et vient de loin et n'a pas été suffisamment traitée à la racine. Et c'est pour ça qu'on voit donc, la société civile, organisée ou pas, donc, qui exprime à la fois des frustrations, des mécontentements, parce que l'offre d'emploi qui naît dans ces territoires est externalisée vers d'autres wilayats, donc qui assurent, si vous voulez, l'offre. Et vous comprenez fort bien que les populations, notamment les jeunes et les primo-demandeurs de ces régions-là, depuis des décennies, observent cela, et ça constitue un problème, une source de frustration. Parce qu'ils disent, je ne vois pas pourquoi, moi qui suis né dans ce territoire, et les emplois qui sont créés dans ce territoire, je parle du Sud, et ce n'est pas uniquement moi, nous ne bénéficions pas globalement et collectivement. Alors pourquoi ça? Je ne sais pas si ça vient de loin, parce que on a toujours considéré que donc, ces territoires étaient des territoires qui n'étaient pas habités, et que par conséquent, l'ensemble de la main-d'œuvre, notamment pour le développement des ressources énergétiques, pour les hydrocarbures, etc., non seulement les spécialistes venaient du Nord, mais également la main-d'œuvre qui était susceptible d'être recrutée localement. Je parle des chauffeurs, je parle des emplois non qualifiés de façon générale. Et ça a duré des années. Et en plus, donc, on a donné, si vous voulez, des primes pour faire en sorte que ces emplois soient attractifs pour les wilayats du nord du pays par rapport. Alors, donc cette question-là, à mon avis, est une question qui est spécifique à ces wilayats. Il va falloir d'autant plus les régler que maintenant, dans ces régions-là, elles ont bénéficié du développement, elles ont bénéficié donc d'universités. Donc nous avons des élites qui se sont constituées dans ces territoires, que ce soit dans les universités. Je crois qu'on a un universitaire de Ouargla qui va intervenir dans notre émission, et que nous avons des centres de formation, et nous avons des capacités et des élites qui peuvent prendre en charge ces emplois-là. Alors voilà, donc, et la réactivité n'a pas été suffisante, et on a laissé traîner. C'est depuis 2011 au moins que ce problème a été pris en charge, a été signalé par des mouvements sociaux de jeunes chômeurs de la région, de jeunes sans emploi. Et que par conséquent maintenant, l'heure est venue d'avoir une solution à la racine, c'est-à-dire dire que de toute manière, les emplois qui sont créés sont globalement orientés dans les territoires où ils naissent. Ils doivent être donc couverts dans les territoires où ces emplois-là ont été créés. Et il y a les ressources humaines, parce qu'avant on avait, si vous voulez, l'argument qui était avancé, c'est de dire on n'a pas d'ingénieurs qui sont originaires de Ouargla ou de Tougourt ou de Ain Menas. Maintenant, ces ingénieurs existent, ils sont formés. Ils devront non seulement d'ailleurs trouver des emplois dans leur territoire, mais dans les autres régions du pays, même à l'étranger. Et ça, à mon avis, ça constitue donc la nécessité de traiter cette question-là de façon structurelle. Et c'est ce que je voulais signaler. Et justement, on va aller voir un universitaire qui est effectivement parmi nous ce soir. Monsieur Benralina, est-ce que vous nous entendez, Monsieur Hamza Benralina? Bonsoir. Oui, je vous entends. Bonsoir. Et merci pour l'invitation, et à travers vous, je salue vos invités, surtout Monsieur Kedesh. Alors, je connais notre université qui était à Ouargla, oui. Alors justement, M. Benralina, là, en compagnie de M. Mekidesh, nous avons un petit peu évoqué la situation du chômage au niveau du Sud. Et là, donc, hier, au niveau du Haut Conseil de sécurité, donc, lutter contre le chômage au Sud est une priorité. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quelles sont les solutions, justement, que l'on peut proposer pour lutter contre le chômage et donc permettre aux jeunes de bénéficier des offres d'emploi? C'est sûr, bon, comme disait Mustafa, alors que le chômage, lui, il disait source de frustration, je dirais qu'il est source d'instabilité sociale. Et le problème, c'est que l'instabilité sociale peut ne pas rester au sud, mais elle peut contaminer d'autres régions, surtout avec la situation que nous vivons et que nous connaissons tous. Bien sûr, les solutions peuvent être des solutions de courte durée, mais il faut justement, il faut une stratégie
puisque c'est sûr que ce problème ne date pas d'hier, ce problème est complexe. Les réponses pour le court terme, c'est sûr, c'est le dialogue. C'est le dialogue avant tout. Et c'est de faire en sorte que les décisions qui ont été prises avant, que ces décisions soient réalisées sur le terrain. Bon, il y a une demande de la forme de recrutement, qu'elle soit une forme directe ou quelque chose comme ça. En tout cas, tous ces actions se réalisent à travers le dialogue. Et justement, Seulement, bon, il faudrait avoir une stratégie pour résoudre ce problème dans la durée. C'est-à-dire qu'il faudrait, bien sûr, développer l'entrepreneuriat, développer l'innovation, combattre la corruption et faudrait que, c'est-à-dire organiser ce marché du travail, c'est-à-dire alors justement, c'est sûr, il y a l'ANEM, il y a d'autres dispositifs d'insertion des jeunes, mais tout ce dispositif, tout ce mécanisme doit être réformé. Voilà. Alors justement, M. Benguelina, parlant justement de toutes ces opportunités, alors pour les enfants du Sud, pour les gens du Sud, pour ces jeunes, donc fraîchement diplômés, qui sont formés au Sud, quelles sont les opportunités d'emploi qui peuvent s'offrir à eux? Bon, à propos de ces jeunes, je les connais bien à travers, au moins les universitaires, à travers l'université. C'est des jeunes qui sont bien formés. La preuve, c'est que les compagnies multinationales qui travaillent dans la région les recrutent. C'est-à-dire que maintenant, on a une main-d'œuvre compétente, on a des spécialistes compétents. La preuve, d'ailleurs, cette année, la bachelière qui a eu la première moyenne. La première moyenne, classée première sur le territoire national. Voilà, elle est de Hassim Saoud. Bon, c'est-à-dire que on a une jeunesse qui peut prendre en charge toutes les tâches qu'on peut leur assimiler, mais bien sûr, pour ça, c'est-à-dire il faut une approche de modernité, une approche qui libère les initiatives. Moi, je pense que ce problème pourra être résolu non seulement à travers la création de postes de travail dans son attraque et ses filiales, mais c'est-à-dire il faut ouvrir les initiatives pour la création, c'est sûr, de postes de travail dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines, développer l'esprit entrepreneurial, ça va aider à la création de start-up. On parle beaucoup de ça maintenant. Nous, à l'université d'Ouagla, on a un incubateur naissant. Il y a des incubateurs qui sont créés par des associations. C'est-à-dire, je pense que si l'État libère un peu les initiatives, des fois, il vaut mieux laisser les gens eux-mêmes s'en charger de leurs problèmes. Je pense qu'ils pourront mieux les résoudre des fois que ça soit d'Alger ou d'un centre quelconque. C'est-à-dire qu'il vaut mieux que ça soit diversifié. Oui. C'est sûr qu'il y a le rôle aussi, de la formation qui doit être adéquate avec les besoins de ce marché. On est en train de travailler sur... Je reviens à vous, M. Benguelina. Vous vouliez intervenir, M. Mekidash? Je voulais ajouter quelques éléments qui marquent la particularité du gisement d'emploi dans le Sud. C'est que sur le plan démographique et sur le plan, il est beaucoup moins important que ceux que l'on peut trouver dans la région d'Oran, d'Alger par exemple, ou d'Annaba ou de Sétif. C'est-à-dire que finalement, l'effort à faire est moins important que celui qui devrait être fait dans le... Et pourtant, on n'a rien fait, on n'a pas fait suffisamment.
Ça, c'est un premier point. Et je pense que cette question de traitement de la problématique de l'emploi dans les wilayas du Sud peut être traitée assez rapidement et trouver des solutions qui soient mises en œuvre sur le terrain. Pour cela, donc, il y a déjà un deuxième élément de frustration qui m'est apparu lorsque j'ai préparé cette émission en venant chez vous. Donc, c'est que les jeunes sans emploi dans la région, en tout cas leur organisation informelle, n'est pas contente, si vous voulez, des conditions dans lesquelles il y a un manque de transparence dans l'octroi ou dans des emplois par les employeurs et par les organes, si vous voulez, des pouvoirs publics, je pense à... Dans les offres d'emploi d'une manière générale. Et donc, il n'y a pas suffisamment de transparence. Et c'est pour ça, moi, que j'ai apprécié l'initiative qui a été faite par le président directeur général de la Sonatrach, Hakkar, qui a mis sur la table déjà, en tant que réponse d'urgence, 5615 nouveaux emplois qui seront, si vous voulez, dédiés aux jeunes sans emploi de ces wilayats, dans des conditions, dit-il, dans son communiqué, dans des conditions de concours réguliers, dans des conditions régulières et transparentes. C'est-à-dire que là, donc, il n'y aura pas de piston, il n'y aura pas de bnéamisme, donc, et que finalement, les conditions donc, seront transparentes, et ça va diminuer, si vous voulez, de tout ce qu'il y a comme frustration. Ça va absorber, oui. Et puis ensuite, ça va diminuer les frustrations et ça va surtout rétablir la confiance pour aller vers d'autres gisements d'emploi, puisque maintenant on est à l'ère de la dématérialisation des activités. Il peut y avoir des start-up dans la région de Ouargla, dans le Hassim Saoud. Je ne parle pas de la ville nouvelle qui n'est pas encore construite de Hassim Saoud, qui devait l'être depuis des décennies et c'est toujours pas fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a maintenant, avec les énergies renouvelables, l'électrosolaire notamment, donc des possibilités de création d'emplois dans ce type, à la fois dans les services, mais également dans l'intégration de tout ce qui rentre dans ces filières d'énergie renouvelable, solaire. Et tout ça constitue autant de nouvelles opportunités que ces jeunes pourront, donc, avec les niveaux de plus en plus élevés qu'ils ont, maintenant dans les universités qu'ils ont dans les territoires, pouvoir donc développer leur territoire pour participer à la croissance du pays, mais également être des ressources pour d'autres wilayas du pays. Alors là, vous avez évoqué quand même un point très important qui pourrait donc absorber un pourcentage important de chômage, mais aussi, M. Mekidash, il faut dire qu'il y a un autre handicap aussi que les jeunes rencontrent, c'est un petit peu cette obligation que les entreprises exigent, si on veut dire, c'est les années d'expérience. Donc les jeunes sortent fraîchement diplômés, ils n'ont pas d'expérience et l'obligation d'avoir des années d'expérience pourrait constituer un handicap donc, par rapport au recrutement. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ça? Moi, je pense que ces entreprises ont des directions de ressources humaines qui anticipent. C'est un peu comme pour l'oxygène, c'est-à-dire les ingénieurs dont ils auront besoin dans 5 ans, c'est maintenant qu'il va falloir donc prendre contact avec l'université de Ouargla ou l'université d'autres régions des territoires du Sud pour pouvoir identifier donc, et avoir des contrats de pré-emploi, de formation, etc. D'ailleurs, un dispositif existe pour les préparer à ce qu'ils, par des stages réguliers, etc., à ce qu'ils intègrent un processus vertueux, si vous voulez, dans les différentes activités, soit dans le secteur pétrolier, soit dans le secteur des énergies renouvelables ou dans le secteur si vous voulez, des services, et notamment des services numériques. Et des services de la santé, peut-être. Et de la santé, absolument. Absolument, parce qu'ils se plaignent justement qu'il y ait le hardware est fait, mais ils n'ont pas les médecins, ils n'ont pas les spécialistes. Et donc, il va falloir donc avoir des facultés de médecine de premier plan dans ces territoires pour pouvoir couvrir, si vous voulez, les besoins de leurs besoins. Et ça va, c'est également une autre piste. Mais le tout, c'est de rétablir la confiance par des actions concrètes. Et cette mission interministérielle, j'espère qu'elle va aller avec des propositions concrètes et non pas avec des plans qui sont de long terme. Et puis, dans le concret, 6 mois après, on va se retrouver avec des actions qui ne sont pas
qui ne sont pas concrétisées. Et je pense qu'il y a, à mon avis, des pistes. Déjà, la Sonatrach a été très réactive et je pense que c'est une très bonne chose. Mais d'autres secteurs devraient bouger dans cette direction. Effectivement. Monsieur Bengrina, je reviens à vous. Vous êtes toujours parmi nous. Alors là, nous étions en train de parler un petit peu de cette exigence des entreprises lorsqu'elles offrent, donc lorsqu'elles ouvrent des postes budgétaires pour les jeunes. Cette exigence, donc, des années d'expérience. Je pense que le problème qui est posé, d'après ma connaissance, c'est le problème de test. Ce test qui est utilisé, c'est-à-dire justement à cause de ces tests-là, les jeunes disent qu'il y a de la manipulation, il y a ce manque de transparence. C'est pour ça qu'ils demandent des recrutements directs, sans passer par ces tests-là. Bon, pour ce qui est de l'expérience, c'est sûr que, comme disait M. Mekhidesh, que chaque entreprise a son département de ressources humaines et ils ont la possibilité, bon, on parle dans le court terme, le très court terme, ils ont la possibilité, c'est-à-dire de préparer ces nouveaux recrutés, puisque surtout qu'on parle de recruter dans des postes de travail qui ne demandent pas beaucoup de compétences en premier lieu. Bon, mais pour ce qui est des spécialistes, c'est sûr que il y a la procédure de recrutement, il y a des périodes de stage, des périodes d'intégration et tout ça. Et les entreprises prennent ça en considération tout le temps, toujours. Et même nous, maintenant, à propos du moyen terme, c'est-à-dire, nous, maintenant, quand on propose des offres de formation, justement, on essaie de proposer des offres de formation professionnalisantes. C'est-à-dire, déjà, les entreprises participent dans la préparation du dossier de la formation, dans la conception de l'offre de formation. Après, on les intègre même dans le processus de formation. Les étudiants font des stages dans les entreprises. Et là, on a déjà cette expérience avec l'Institut de technologie à Ouargla, l'Université d'Ouargla, qui forme pour les entreprises. Alors, les étudiants, pendant leur formation, déjà, ils découvrent l'entreprise, les entreprises les découvrent, et ils font des stages. En première année, c'est des stages de connaissance de l'entreprise. En deuxième année, c'est un stage de connaissance de sa spécialité et tout. Et en troisième année, c'est déjà un stage de réalisation de tâches dans du futur poste. Voilà, alors c'est-à-dire... C'est une intégration graduelle, finalement, qu'on fait. Oui, et ces étudiants-là ne chantent pas du tout, voilà. Voilà, alors justement, toujours... Oui. Si vous permettez, M. Bengrina, donc M. Bengrina et aussi M. Mekhidesh, nous avons évoqué tout ce qui était frustration. Nous avons beaucoup parlé de cette frustration que les gens ressentent. Et justement, ces frustrations ont constitué un petit peu une situation et des pressions sociales qui ont un petit peu alimenté les réseaux sociaux par des fake news, mais aussi par des informations alarmistes. Et dans ce sens, hier, lors de la réunion donc, périodique du Haut Conseil de sécurité, donc, il y a eu des décisions qui ont été prises par rapport à cette question. Oui, mais c'est clair que maintenant, donc, nous sommes dans une société numérisée, que ce soit sur le plan social, sur le plan politique et sur le plan même géopolitique. On a vu Pegasus, là, on espionne même des États et des gouvernements. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, donc l'outil que devient donc l'outil numérique est très rapide. Il est rapide. Il est également inclusif, c'est-à-dire que vous pouvez toucher très rapidement des milliers, sinon de millions de jeunes, etc. C'est pour ça que l'information devient et les données qui sont
donc utilisés et quelquefois manipulés, peuvent créer un état d'esprit qui va alimenter et entretenir et augmenter les frustrations. Et ça, par des, si vous voulez, en développant donc, les réseaux de façon exponentielle, et ça fait un problème. C'est pour ça que ces questions donc, que vous soulevez sont extrêmement importantes. Il doit y avoir d'abord une veille pour pouvoir identifier et pour pouvoir avoir une cartographie des menaces, parce qu'il s'agit de menaces là, une cartographie des menaces et pouvoir réagir à la fois de façon défensive en identifiant ces menaces et en les neutralisant, mais également en diffusant comme vous le faites aujourd'hui, donc des types d'émissions, donc ouvertes d'ailleurs, donc qui devraient donc qui pourraient par exemple inclure également d'autres acteurs, les acteurs concernés. Je pense donc à ces jeunes donc en demande d'emploi à Ouargla et qui peuvent s'exprimer de façon ouverte. Et ça nécessite effectivement donc une stratégie de communication et un plan de communication à tous les niveaux et pour toutes les menaces. Et M. Bengrina, je reviens à vous. Donc là, il a été un petit peu question de toutes ces fake news et aussi toutes ces informations alarmistes qui créent un petit peu, qui augmentent cette pression sociale, particulièrement par rapport à cette question de l'emploi. C'est sûr que nous sommes dans une ère de l'information, c'est-à-dire l'information est devenue une ressource et un vecteur très important dans notre vie. Quoique, ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire, il a été toujours dans les guerres, dans les sociétés, celui qui détient l'information détient la victoire, en fin de compte. Et cette information, elle peut être manipulée depuis la Deuxième Guerre mondiale, quand il y a le ministre de la propagande d'Adolf Hitler, Goebbels, qui disait que mentir et mentir jusqu'à ce que les gens, en fin de compte, croient à ça. Alors, c'est-à-dire maintenant, la manipulation sociale, elle existe. On peut influer sur les pays, sur les sociétés, on peut les déstabiliser à travers justement les réseaux sociaux, à travers les fake news. Par exemple, bon, il y a tout juste ces 2 jours, 3 jours, il y a une information qui a circulé qu'il y aura une pénurie de farine. Malgré que les commerçants disent qu'il y a le stock de farine qui est très suffisant et tout. Mais les gens affluent sur les magasins pour acheter cette farine, pour faire des stocks. Et ça crée justement une pression sur la logistique, sur les stocks. En tout cas, ça déstabilise en fait. Ça déstabilise. Alors c'est sûr que oui. Ça déstabilise. Ça déstabilise. Monsieur Belkacemi, on a un petit peu le même souci avec les médicaments d'ailleurs. Exactement, oui. C'est le phénomène un peu c'est-à-dire qu'on est en train de vivre avec les médicaments. On constate actuellement, voilà, il y a l'augmentation des chiffres, un peu, tout le monde commence à s'automédiquer en quelque sorte, c'est de l'automédication. Et malade ou pas malade, il va en officine pour acheter des médicaments et stocker chez lui. Alors que c'est des médicaments parfois très dangereux, il faut une surveillance médicale par rapport à ça. Et justement, c'est par rapport, justement, parfois, je dis bien parfois, par rapport à certains, c'est ce qu'on appelle un peu, je ne sais pas, je parle sous le contrôle de monsieur l'économiste, et là, c'est des intox un peu en matière d'information. Effectivement. Donc voilà, donc aussi on doit dire aux gens aussi à nos compatriotes ici pour dire que l'automédication, il ne faut pas emprunter ce chemin. Il ne faut pas emprunter parce que c'est un danger sur la santé. Maintenant, avec les anticoagulants, un anticoagulant et les sous surveillance médicale. Effectivement. Alors, on connaît actuellement les surveillances médicales. C'est une dose qui est calculée en fonction d'un bilan, en fonction du masse corporel, en fonction de certaines données. On ne peut pas prendre un anticoagulant comme ça, l'oxygène. On ne prend pas d'oxygène comme ça. Je suis désolé. Aussi, c'est par rapport à ça.
Donc ça, c'est un facteur aussi, qui peut engendrer des pénuries de médicaments. Voilà, finalement, ces intox-là ont des effets multiples, des effets négatifs multiples. Alors non seulement ça peut nous engendrer des crises carrément, des pénuries, mais aussi mettre donc le produit un petit peu, j'ai envie de dire, sur la spéculation aussi des commerçants. C'est ce qu'on appelle des prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire au début, ça devient des fake news, etc. Mais au fur et à mesure de leur impact sur les segments sociaux qui sont visés, ça se réalise et ça fait des dégâts considérables. Et ça, je pense que c'est valable pour la santé, c'est valable pour la farine, et c'est valable pour tous les autres biens. Effectivement. Alors, restons un petit peu dans les décisions qui ont été prises hier lors de cette réunion périodique du Haut Conseil de sécurité, puisque toujours sur le volet sécuritaire, la question de la bonne gouvernance aussi et l'exploitation des ressources en eau a figuré dans l'ordre du jour hier lors de cette réunion, particulièrement suite à la crise d'approvisionnement en eau que certaines villes ont connu certaines villes du pays ont connu ces dernières semaines. Alors, parmi les instructions données par le président de la République, c'est d'améliorer le service public en approvisionnement de l'eau. Alors, justement, au niveau du ministère des Ressources en eau, quelles sont les mesures qui ont été prises afin d'appliquer ces décisions ? Bien. Merci beaucoup. Effectivement, la question de l'eau revient à chaque fois et revient spécialement ces derniers temps parce que, comme vous savez, nous sommes en train de vivre actuellement une situation un peu particulière et cette situation, elle est engendrée par un déficit pluviométrique. Il est ressenti pas qu'aujourd'hui, il est ressenti depuis 3 ans déjà. Donc, à partir du moment que ce déficit est là. Donc on a commencé il a impacté surtout les réserves de barrages, les eaux superficielles. Spécialement les eaux superficielles. Et donc, à partir de ce moment-là, nous allons, pour combler ce déficit et un petit peu améliorer la distribution de l'eau potable pour certaines wilayas qui sont au nombre de 20 et qui dépendent, c'est-à-dire et qui dépendent à 50% et plus de la ressource superficielle. Donc la première fois, à partir du moment que ce déficit s'est installé, nous avons recouru à d'autres ressources, notamment les ressources souterraines. Donc on a lancé un large programme de réalisation de forages à travers le territoire national, même ici à Alger, et 9 autres wilayas. Ces 9 autres wilayas parce que justement la dépendance, elle est importante. Elle est supérieure à 50% et de façon à réduire de compenser ce déficit par rapport à la baisse de la réserve des barrages. Donc, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Donc, la solution, il faut aller vers une solution un peu plus pérenne, qui n'est pas impactée aussi par les changements climatiques, parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'effet des changements climatiques. D'autant qu'à l'origine, nous sommes un pays pauvre en eau. Nous avons le potentiel national hydrique, il est de 18 milliards. Il permet par rapport à la population actuelle, il est de 410 mètres cubes par habitant et par an. Il est en deçà du seuil de rareté fixé par les Nations onusiennes, mais aussi il est moins de 500. Donc on est déjà dans le seuil de rareté absolue. Donc voilà, il faut se diriger vers d'autres solutions, telles que le dessalement d'eau de mer. Donc ma collègue, il va vous donner le détail du programme. Sur ce programme-là. Mais les eaux qui ne sont pas impactées par les changements climatiques, les eaux non conventionnelles, les dessalements d'eau de mer et la réutilisation des eaux usées et épurées. Mais aussi, il faut aller vers d'autres modes de gestion, c'est-à-dire liés à la bonne gouvernance. Comme vous savez, aujourd'hui...
La bonne gouvernance, ça veut dire aller vers l'économie de l'eau, intensifier donc le programme d'entretien et de maintenance, parce que réellement c'est ça qui nous fait défaut. Nous avons aujourd'hui donc 50% de la production de l'eau distribuée qui n'est pas valorisée. Quand je dis 50%, c'est pas une eau qui se perd physiquement. Donc il y a une partie qui se perd commercialement, parce que aussi nous avons le phénomène de vol d'eau et de branchement illicite. Ça aussi, on le considère, donc il est contenu dans les 50% qui sont affichés un peu partout. C'est-à-dire on produit tant, mais on en perd 50. 50, donc 30% se perdent physiquement. Et les grosses pertes sont au niveau des conduites d'adduction, c'est-à-dire les grosses conduites. Et donc, pour pouvoir c'est-à-dire les réparer ou intervenir, c'est-à-dire il nous faut du temps, il faut arrêter la distribution, il faut ceci, il faut cela. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui on va en profiter justement, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau superficielle pour réparer ces grosses fuites. On doit aussi intervenir sur les... comment dirais-je, c'est-à-dire sur l'économie de l'eau. Comme vous savez, aujourd'hui, donc le tarif, il est administré, donc les gens gaspillent de l'eau. Effectivement. Vous voyez, donc peut-être aller vers une tarification, sans toucher plus la tranche sociale, plus appropriée, c'est-à-dire recourir par exemple à celui qui consomme plus de 25 mètres cubes, c'est la tranche sociale. Hein. Quand on est dans la tranche sociale, c'est bon, donc on reste là. Mais si on dépasse cette tranche, il va falloir celui qui, c'est-à-dire dépasse cette tranche, paye le prix de la deuxième tranche. Ça serait peut-être c'est-à-dire qu'il faut aller graduellement, mais l'essentiel, la tranche sociale sera épargnée, quel que soit c'est-à-dire aussi, il faut aller vers, comment dirais-je, donc, pardon. Excusez-moi. C'est pas grave, je vous laisserai reprendre un petit peu votre souffle. Donc vous avez évoqué aussi des solutions qui sont complémentaires un petit peu pour pallier à ce manque d'eau, notamment donc le profit, si on veut dire, donc de l'eau de mer. Alors il faut dire que l'Algérie, nous avons cette bénédiction, j'ai envie de dire, d'avoir les 1600 km de côte, n'est-ce pas? Donc qui nous permet un petit peu d'exploiter l'eau de mer. Alors il faut dire, donc justement par les stations de dessalement d'eau, et justement 4 stations devraient être mises en exploitation entre ce mois de juillet et ce mois d'août. Où est-ce qu'on en est? Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Ahbabik. Concernant le volet dessalement, effectivement, c'était la volonté des pouvoirs publics à l'époque quand on a lancé pour le dessalement pour l'alimentation en eau potable suite à pendant la période de la première crise pénurie d'eau des années 2000. Donc, c'était un des critères qu'on a une cote vraiment importante qu'on peut, c'est-à-dire favoriser, et il y a des sites faisables pour installer des stations de dessalement, parce qu'il y a une particularité du choix du site pour ces usines industrielles. Je reviens à votre question concernant les 4 stations. C'est des stations pour l'ouest de la capitale d'Alger. Elle existait auparavant et là le programme, c'est le programme d'optimisation de la production. Parce que vous savez bien que n'importe quelle installation industrielle, avec le temps, il y a un amortissement. Donc, il faut revenir et changer certains équipements, surtout le cœur du dessalement, la membrane, les systèmes de filtration, tout ça, et mettre à niveau les 4 stations qui sont de petite taille. C'est-à-dire de petite taille? De petite taille, c'est-à-dire pas comme les grandes stations de 100 000 et plus. C'est des stations de 10 000 à 15 000 mètres cubes jour. Toutefois, c'est un volume important pour Alger-Ouest et qui va aussi soulager la chaîne des hauteurs qui a connu depuis longtemps le problème d'eau. Donc, c'est un renforcement de l'alimentation en eau potable, mais toutefois, il y a un programme
En attendant le programme de la grande station d'Alger-Ouest qui va être localisée à Tipaza Fouka de 300 000 mètres cubes jour, qui va permettre quand même pour la capitale ouest de renforcer l'alimentation en eau potable de cette région et puis aussi indirectement de faire retourner les volumes qui sont produits par la station de Tipaza. Parce qu'actuellement, Tipaza de 100 000 mètres cubes jour, elle renforce l'Alger-Ouest. Donc, il y a un équilibre. Et après, on va redéployer les ressources superficielles, celui du barrage Bouroumi, vers l'irrigation, la vocation initiale du barrage. Donc, c'est une gestion intégrée, c'est un système. Donc, le système hydraulique mis en place, donc il utilise l'eau superficielle, souterraine et maintenant le dessalement. C'est un système qui véhicule tout type de ressources vers le réseau de distribution et bien sûr le robinet de chaque citoyen. Bon, j'insiste sur ce volet-là parce que quand on avait mis en service la station d'Al-Hama, on disait qu'Alger, elle est alimentée à 100% de l'Hama et l'eau, elle est d'une qualité saumâtre. Et là, c'est pas vrai. C'est à 20% à 20% par rapport aux ressources conventionnelles qui sont superficielles et souterraines. Alors justement, ce projet est destiné, donc, comme vous l'avez si bien dit, à la région donc, du centre, Alger-Ouest. Qu'en est-il des autres villes côtières? Exactement, tout à fait. Bon, je reste sur Alger parce qu'il y a Alger, on a le Hamma au niveau du centre, Alger-Ouest, et on a aussi un autre programme qui vient d'être lancé, un autre programme, toujours des stations, en attendant le programme de la grande station de 300 000 aussi à Alger-Est. Il y aura trois autres stations qui vont être lancées dans un temps très court. C'est un programme d'urgence de 2021. D'ailleurs, la capacité elle est plus importante. On aura 150 000 pour la région de l'Est de la capitale. Et là, c'est la même chose. Donc, il y aura une réaffectation de la ressource superficielle et à attendre la station, la grande de 300 000. Concernant les autres wilayas, bien sûr, on a un programme qui vient d'être décidé par Monsieur le Président de la République, les 5 stations de 300 000 chacune et plus. Mis à part Alger-Est et Ouest, on aura une à Oran et une à Béjaïa et l'autre à Tarf, la région de l'Est du pays, de même capacité 300 000 et plus, et qui va aussi soulager là les régions. Et je ne dis pas Tarf, c'est uniquement Tarf, elle va alimenter même les wilayas de l'intérieur. Mbouaki, entre autres, Valat, donc il y a Skikda, il y a Annaba, donc c'est tout un système hydraulique qui est mis en place, c'est des schémas, le schéma qui est mis en place, ces systèmes qui sont interconnexion des barrages avec les ressources souterraines et superficielles et dessalement. Donc on va rééquilibrer et il y aura une réaffectation de la ressource pour l'alimentation en eau potable sans quota. Et pour l'irrigation, bien sûr, c'est l'eau superficielle des barrages, parce que l'eau superficielle, elle est destinée exclusivement pour les grands périmètres d'irrigation, pour certains barrages. Et là, ça va faire un équilibre et préserver la ressource souterraine. Parce que le programme des 5 stations, c'est pour préserver les réserves, surtout les réserves souterraines. Les réserves souterraines qui sont exploitées plus que les autres ressources, dissalement surexploitées. Et là, l'eau superficielle, elle est exposée à l'évaporation. Quand il y a les températures, la seule ressource qu'il faut la réserver, elle est loin d'être impactée par la hausse des températures, c'est les souterraines et pour les générations futures. Parce que si on va vider toutes les réserves, c'est pas une bonne solution. On ne sait pas qu'est-ce qui nous réserve le temps d'ici 2022 et autres. Et c'est pour ça que maintenant, au niveau de la capitale, comme les autres wilayas, il y a de la ressource, mais on ne peut pas la surexploiter plus que ça. Il faut une bonne gestion, comme elle a dit ma collègue, une bonne gouvernance de la ressource disponible, des potentialités,
et essayer d'équilibrer et attendre et reconstituer les réserves souterraines et superficielles. Inch'Allah, il y aura de la pluie pour l'année 2022. Et là, un programme... Justement, Madame Frémy, là, on parlait un petit peu de ces réserves souterraines qu'il faut absolument donc, protéger, il faut absolument ne pas surexploiter. Je vais commencer par la Constitution. Aujourd'hui, la Constitution de 2019, elle nous oblige de garantir l'usage rationnel de toutes les ressources naturelles. C'est la Constitution de 2020. De 2020, pardon. De 2020. Et aussi donc de préserver toutes ces ressources pour les générations futures. Vous voyez. Et donc aussi nous avons l'engagement d'opposer un plan d'action par rapport à l'engagement de Monsieur le Président de la République l'engagement de Monsieur le Président d'en finir avec les coupures d'eau et permettre un accès équitable à tous les citoyens. Et aussi nous avons des engagements internationaux par rapport à l'ODD 6. Les objectifs de développement durable, notamment l'ODD 6 lié à l'eau. Donc vous savez, on est dans l'obligation aujourd'hui de gérer cette eau avec parcimonie, de continuer bien sûr à développer la mobilisation, créer des réserves stratégiques, c'est-à-dire c'est vrai qu'on va vers le dessalement d'eau de mer. La volonté publique aujourd'hui, c'est de favoriser le dessalement pour l'alimentation en eau potable. Donc à raison de 60% à l'horizon 2030. Avec le programme qu'a annoncé ma collègue, on serait à peu près à 42%, n'est-ce pas? On serait à 42% et on va continuer à en réaliser d'autres jusqu'à pouvoir couvrir les besoins en eau potable à hauteur de 60%. Et donc à partir de là, et aussi réduire la surexploitation de la nappe ou la limiter la production des eaux à partir de la nappe et des eaux souterraines à 20%. Tout ça c'est pour préserver cette ressource pour les générations futures et aussi pour accompagner l'essor socio-économique, le développement socio-économique de notre pays. Effectivement. Alors dans ce sens, Monsieur Mekidash, il faut dire que la gestion de l'eau a fait partie du plan gouvernemental depuis quand même quelques décennies, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est une stratégie de temps long, comme disent les économistes, c'est-à-dire que vous vous souvenez, Haoujalma, dans les décennies précédentes, c'est-à-dire quand l'eau venait une fois par semaine, il y avait un crieur public au niveau de l'immeuble qui informait tous les ménages que l'eau est arrivée parce que ça tenait pendant une demi-heure et puis il n'y avait plus rien. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des grosses avancées dans le domaine, parce qu'on a finalement 2,2 millions de mètres cubes jour, si vous confirmez ce chiffre. Oui, donc l'on produit qui couvre 17%, je crois, de la demande. Oui, donc, ce qui nous place dans la région MENA, qui est une région qui a besoin d'eau, parmi les premiers, avant d'autres pays. Je crois que l'Arabie Saoudite, je ne sais pas si on est équivalent, mais on est les premiers dans ce domaine-là. Ça veut dire que nous avons accumulé une expérience dans le temps long qu'il va falloir maintenant fructifier et développer davantage, et que cette période, si vous voulez, que nous avons connue, va être prise en charge à la fois sur le plan des business models qui sont mis en place dans le dessalement d'eau de mer, et que Sonatrach, auquel j'avais participé, pour le premier projet de Marcel Hadjadj, que nous devions faire, mais comme il n'avait plus à Oran cette année-là, on a perdu 10 ans. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce que je veux dire, c'est que dans le sud aussi, les problèmes sont pris en charge. Il faut quand même relever, si vous me permettez, madame, le transfert d'eau de Ain Salah à Tamanrasset, qui est un ouvrage gigantesque à travers les gorges d'Arak, et qui permet à Tamanrasset de continuer d'exister, parce que Tamanrasset n'a pas d'eau. J'avais fait, quand j'étais directeur général de l'entreprise nationale d'ingénierie pétrolière, le projet entre Ain Amgal et Tamanrasset, donc sur financement, à l'époque on n'avait pas d'argent dans la fin des années 80, et que donc nous avons fait la première conduite en acier entre Ain Amgal et Tamanrasset. Sinon, Tamanrasset n'avait pas d'eau, mais c'était des sources qui n'étaient pas suffisantes. Mais là, avec ce grand projet de transfert d'eau d'Ain Salah, il assure la sécurité hydrique et la sécurité tout court des territoires du Sud. Justement, vous vouliez intervenir par rapport à ça, madame? Tout à fait. L'Artihed, pardon. Oui, exactement.
Tout à fait, pour Tamanrasset, c'est aussi un méga projet. C'était vraiment un exploit parce que c'est une station de déminéralisation qui est une station de dessalement. C'est aller à osmose inverse. Et elle a pu fixer la population. Et puis, il y aura tout le long de 750 créations des 5 nouvelles villes. Donc, vous voyez, c'est c'est une question de sécurité. Parce que des territoires sans population. De sédentarité. Donc, la sécurité, donc il y a l'eau, donc par le dessalement, la déminéralisation, donc c'est pour l'eau potable. Comme il vient de dire M. Mekidash, elle existait depuis longtemps. C'était les premières stations au sud du pays, déminéralisation à Al-Borma, la wilaya de Ouargla, vous pouvez me corriger, et les premières stations, c'est la zone industrielle d'Arzeau d'Oran, qui manquait d'eau à l'époque. Elle n'a pas de ressources superficielles ni souterraines. Donc, les premières stations ont été réalisées au niveau de la station, de la zone de Arzeau, la zone industrielle. Et là, ça a déclenché. En 2001, la première station Kaharama, c'était à Arzeau, multiflash. Elle produisait de l'énergie et de l'eau potable. Et là, c'était le problème qui a été quand même qui a été réglé sur tout le littoral. Et d'ici 2030, on arrivera à 60% d'eau potable, c'est l'objectif. Et 60% sur le littoral et aussi au niveau du sud pour améliorer la qualité des eaux. La qualité des eaux au sud et certaines régions des hauts plateaux, elle est saumâtre. Donc ce dessalement, pas uniquement pour les gens du nord, ça sera aussi pour les gens du sud. Et à la stratégie. Déminéralisation. Oui, déminéralisation, mais c'est peut-être féreuse dans certains cas. Donc ce programme-là, il va être généralisé sur tout le territoire national et avec un objectif d'intégration nationale. Et je rejoins donc pour le Sud, donc il y aura aussi la création d'emplois. Et donc c'est des usines de dessalement, je dis c'est des usines industrielles qui produisent de l'eau. Voilà. Et entre autres, je veux aussi ajouter que maintenant, avec les expériences vécues avec les 11 stations réalisées sur la côte, on a aussi un objectif de mettre en place des unités industrielles propres. C'est-à-dire, il n'y a pas de rejet dans l'environnement. Il faut récupérer, valoriser les saumures et aussi pour la production, parce qu'ils consomment beaucoup d'énergie, tout ça, on est vers l'utilisation des énergies renouvelables et réduire aussi les gaz à effet de serre. Et comme vous savez, les gaz à effet de serre, c'est ce qui cause le dérèglement climatique. Donc, il y a des engagements du pays envers des engagements du pays envers les certaines réglementation internationale qu'on est en train au niveau du ministère des Ressources en eau et sécurité hydrique, de les mettre en place au niveau de tous nos projets. Voilà. Alors justement, restons toujours avec ces décisions qui ont été prises hier lors de cette réunion donc périodique du Haut Conseil de sécurité. Il s'agit des feux de forêt. Alors justement, cette année, les feux de forêt ont incendié un massif et un couvert végétal de plusieurs centaines d'hectares. Cette année, les feux de forêt se sont déclenchés quand même plus tôt que les années précédentes. Les années précédentes, nous avons l'habitude d'avoir les feux de forêt à partir du mois de juillet. Cette année, rappelez-vous, on a commencé à les avoir le mois de juin. Et dans ce sens, justement, toutes les enquêtes qui ont été menées jusqu'à maintenant ont démontré que ces feux de forêt ont été déclenchés par des actes volontaires, donc des actes criminels. Et à ce titre, des peines donc, seront incriminées, seront donc durcies. Et pour parler de cette question avec nous par Skype, Madame Ilham Kabouya. Madame Kabouya, vous êtes avec nous ? Oui, je suis avec vous. Bonsoir. Alors, nous parlions justement, Madame Kabouya, de ces décisions qui ont été prises sur le plan pénal, donc par rapport à ceux qui mettent le feu de façon donc volontaire de ces actes criminels. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est un phénomène qui prend vraiment de l'ampleur. Il faut bien comprendre qu'il y a une réelle menace sur notre couvert végétal. Ça prend vraiment des allures très inquiétantes. Donc, à l'exemple de tous les derniers incendies qui se sont déroulés dans différentes wilayas,
Et je peux citer les incendies de Khenchla, par exemple, ou Shreha, ou d'autres wilayas aussi, hein, tels que Constantine, Soukhahra, Satarf et beaucoup d'autres. Hein. Donc le phénomène des incendies volontaires s'est vraiment amplifié en dépit des efforts de lutte qui sont déployés. Il faut même bien comprendre qu'entre les deux campagnes, hein, de 2020 à 2021, il n'y a pratiquement pas eu de coupure puisque nous avons enregistré des incendies au mois de novembre dernier, nous avons enregistré des incendies au mois de février et cela continue. Donc des mains destructrices, hein, qu'il faut absolument neutraliser sont là. Et effectivement, donc, il faut absolument essayer de faire donc, un texte pour essayer de contrecarrer un petit peu ces phénomènes. Juste pour vous donner une idée de ce qui arrive et de la menace qu'il y a, c'est que vous savez que rien que depuis le 1er juin à aujourd'hui, donc depuis le début de la campagne des incendies à aujourd'hui, nous avons enregistré 696 foyers d'incendie sur les 48 wilayas à incendie. Rien que cette semaine, 145 incendies. Vous savez qu'il y a des wilayas, je citerai par exemple la wilaya de Tizi Ouzou. Nous avons enregistré depuis le 1er juin à aujourd'hui 83 incendies. Nous avons enregistré 54 incendies dans la wilaya de Tipaza. Ça, c'est pour juste vous donner une idée un petit peu de la menace qui pèse sur notre patrimoine forestier que nous devons donc protéger coûte que coûte. Ce qui est sûr, c'est que... Madame Kabouya, s'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez? Madame Kabouya, justement, là, vous nous avancez des chiffres quand même très alarmants, des chiffres carrément alarmants, carrément qui font peur. Alors, si on devait faire une petite comparaison avec ce qui s'est passé donc les années précédentes, est-ce qu'on peut dire que ce phénomène de feu de forêt est en train de s'amplifier comparé à ce qu'on vivait donc les années précédentes? Bon, il faut bien comprendre que les incendies de forêt ont toujours existé en été. Nous sommes dans l'Algérie est située dans le bassin méditerranéen. Il y a des incendies de forêt chaque été. Donc, vous avez qu'à voir aussi à l'international ce qui se passe dans d'autres pays du bassin méditerranéen. Il y a des incendies. Le problème n'est pas là. Le problème en Algérie, c'est que c'est le phénomène des incendies volontaires qui est en train de s'amplifier. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas normal et qui est difficile à gérer. Parce que quand c'est des incendies volontaires, vous pouvez mettre tous les moyens disponibles pour essayer de contrecarrer, cela ne suffira pas. Quand on arrive à des moyennes de 10-15 incendies jour par wilaya, imaginez un petit peu, quels que soient les moyens que vous mettrez, cela ne suffira pas. Donc en fait, il faut essayer de traiter le mal ailleurs, essayer de comprendre les causes de ces incendies, pourquoi il y a ces incendies, pourquoi il y a ces feux volontaires, qui est derrière ces feux volontaires, et surtout mettre en place une législation pour donner des peines exemplaires, hein, pour qu'ils puissent un petit peu remédier à ce problème-là. Et justement, là, vous étiez en train de parler des textes législatifs, et là, on est en train de parler donc d'une peine de 10 ans d'emprisonnement jusqu'à à perpétuité. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous nous entendez? Je crois qu'il y a eu coupure. De toute façon, si Madame Kabouya, donc on l'a perdu, Madame Kabouya. Je reviens à vous, Monsieur Mekidesh. Nous avons vu quand même que c'est une catastrophe carrément qui est en train de se passer par rapport au couvert végétal. Donc, non seulement les retombées sont des retombées écologiques, parce que ça crée carrément un déséquilibre écologique, ça crée carrément donc une destruction de la biodiversité, mais ça a aussi des retombées économiques
énorme. Tout à fait, c'est une ressource rare, donc de plus en plus rare d'ailleurs dans la zone méditerranéenne. D'autant plus, M. Mekidesh, excusez-moi, il faut dire que pour qu'une forêt se régénère, il lui faut minimum 50 ans. Tout à fait. Et ça a un impact d'ailleurs sur la problématique et le stress hydrique, ça a un impact sur l'agriculture, ça a un impact sur la santé, exactement. Et vous avez vu, donc, là où j'ai observé, donc, dans notre région euro-méditerranéenne, en Turquie, le même phénomène a été observé, donc, avec des feux volontaires. Donc, donc j'entendais une de leurs émissions sur leur chaîne de télévision en anglais, et là, donc, ils sont inquiets sur le fait que cela est nouveau chez eux. Surtout que donc, ce sont des zones touristiques. Ils ont été obligés donc de voir leur plan touristique complètement remanié, etc. Et donc, mais chez nous, je pense qu'il va falloir, faire en sorte que cela ne soit pas impuni, parce que c'est l'impunité. Donc, on peut dire c'est naturel, donc, et puis ça va continuer, alors que l'on a des éléments, ou semble-t-il, donc, qui prouvent qu'il y a donc une volonté délibérée de nuire. Et dans ces conditions, je pense que pénalement, les choses doivent être très claires et très, très dures pour pouvoir décourager et identifier rapidement ces types de menaces, parce que ça devient très inquiétant, indépendamment évidemment des mesures de précaution à prendre dans les systèmes de protection dont les moyens doivent être peut-être plus importants compte tenu de la menace qui s'est développée, donc avec ces 83 incendies à Tizi Ouzou, 54 à Tipaza, donc en une semaine, c'est énorme. Vous disiez, Mme Kabouya, c'est plus de 600 foyers d'incendie. 696 foyers, donc c'est ce qu'elle a dit. Et là, donc, il va falloir avoir des moyens plus modernes, avec des canadaires, avec des moyens aériens, des moyens en termes d'hectares, on sait combien on a. Et donc tout cela, donc ça a des retombées, ça, c'est une comme on le disait, menace non seulement sur la biodiversité, qui peut être utilisée d'ailleurs pour déstabiliser sur le plan sécuritaire aussi. Donc, effectivement. Parce que c'est une forme, les formes de guerre sont des formes cybernétiques, mais elles peuvent prendre cette forme. Cette forme, donc en détruisant vos ressources. Effectivement. D'ailleurs, c'était le thème de notre émission ce soir sur la sécurité globale. Alors justement, toujours revenant à cette réunion périodique donc, du Haut Conseil de sécurité qui a aussi abordé la prochaine rentrée sociale, puisque le président de la République a donné aussi plusieurs instructions, notamment l'inspection des établissements scolaires, mais aussi universitaires, ainsi que de répondre donc, aux préoccupations des travailleurs du secteur quant au communiqué donc a été clôturé. Donc au terme de cette réunion, plutôt, le président donc a fait référence aux préparatifs des prochaines échéances locales qui sont prévues pour novembre prochain. Ça, c'est en cas d'amélioration de la situation sociale. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Ce soir, elle a été consacrée donc à la sécurité globale. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Je rappelle, vous étiez parmi nous, Dr Reda Belkacemi, vous êtes le président de l'Observatoire de veille stratégique au niveau du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Mustafa Mekidesh, vous êtes expert économique, vous étiez aussi parmi nous. Merci beaucoup. Madame Lamia Lehtihat, vous êtes aussi conseillère au niveau du ministère des Ressources en eau. Madame Noura Fribi, vous êtes conseillère également au niveau du ministère des Ressources en eau, merci beaucoup. Étiez aussi parmi nous à travers Skype, Madame Kabouya Ilham, qui elle est la directrice donc, de la protection de la faune et de la flore au niveau de la Direction générale des forêts, et Monsieur Mohamed Hamza Ben Grina, lui qui est donc enseignant au niveau de l'Université de Ouargla et aussi économiste. Merci beaucoup à tous d'avoir été parmi nous ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite une très agréable soirée à tous et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.